Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le coprésident du parti de gauche, puisque depuis la semaine dernière, vous avez une coprésidente à vos côtés. Vous êtes député européen. Martine Billard, qui est la coprésidente du parti de gauche, en effet. Alors, je parlais des primaires à gauche. On va parler de Dominique de Villepin, qui est sorti il y a un instant, et du financement d'Édouard Balladur, qui, selon l'avocat des familles de victimes, aurait été évoqué pendant cette audition. On en parle dans un instant. Mais sur les primaires, je vous ai vu sourire. Vous auriez pu être candidat, vous aussi. C'était peut-être plus pratique que de fonder un parti à part. Non, parce que je ne crois pas du tout à ce système qui est une compétition dont le sens d'ailleurs finit par échapper à tout le monde. Qu'est-ce qu'ils vont faire au juste? Parce que vous venez de dire vous-même à l'instant qu'ils se préparent à choisir une personne et un programme. Ah bon, je croyais que c'était le programme qu'ils étaient en train d'écrire en ce moment. Peu de monde se déplace. Pourquoi dans leurs réunions? Parce que les gens savent que tout ça est une comédie, qu'à la fin ça va se terminer par un vote à la bonne tête du client. Donc la seule rénovation qu'il y a là-dedans, c'est moi. Et je vais vous dire pourquoi, c'est sans forfanterie. Ce sont tous les mêmes. Et dès que vous les interrogez, ils disent « Mais oui, mais moi je suis en plein accord avec l'autre, je suis tout à fait d'accord avec l'autre. D'ailleurs, je pourrais très bien voter pour lui. » Et c'est ce qu'ils feront tous. À la fin, ils voteront tous Strauss-Kahn, si Strauss-Kahn est candidat. Par conséquent, si c'est tous les mêmes, le choix qu'il y a, c'est entre la ligne social-démocrate, social-libéral traditionnelle, qui ne marche nulle part, et la ligne du socialisme que je porte de mon côté avec le parti de gauche, qui est ce bon mix république, écologie, socialisme. Et qui n'existe pas du tout au PS, avec un Montebourg ou un Hamon ou un... Non, là vous avez un peu raison. Plusieurs d'entre eux sont dans dans la même veine d'inspiration. En particulier Montebourg, mais c'est une habitude parce qu'il m'avait déjà piqué le titre La Convention pour la 6e République. Là, il fait un livre qui est en gros, assez voisin des thèmes que je défends. Mais je trouve ça bien, parce qu'il va faire vivre des idées. La seule chose que je leur dis à tous, c'est si vous êtes honnête, c'est-à-dire si vous allez au bout de ce que vous croyez juste, alors à la fin, si vos idées sont contradictoires, il faut voter pour celui qui est le plus proche de ce que vous croyez juste. Donc, si ce que dit Montebourg vous paraît juste, à la fin, c'est pour moi qu'il faudra voter. Il faut voter pour vous. Ben oui. Ok, je ne suis pas sûre qu'ils vont être convaincus tout de suite, mais bravo. Le socialiste moyen de base, tenté. l'électeur socialiste de base, il sait que j'ai été pendant 30 ans militant socialiste. Ce que je fais aujourd'hui n'est pas en rupture avec mon adhésion à l'idée du socialisme, rénovée bien sûr par l'écologie politique. Mais par conséquent, il sait qu'à la sortie, je suis là. Et donc, il peut s'appuyer sur moi, je n'ai pas peur et je vais de l'avant. Enfin, quand même, vous pouvez poser des problèmes au Parti socialiste, au candidat socialiste. Bien, oui. Oui, voilà. Vous êtes aussi une gêne a priori pour eux et vous savez que... Mais tout est une gêne pour eux. Il faudrait qu'il n'y ait pas d'élection. Il faudrait qu'ils soient tout seuls, là, ça serait formidable. Mais non, une élection, justement, c'est le moment où on arbitre, où on tranche, où on choisit. Et par conséquent, oui, j'ai pas l'intention de laisser les socialistes actuels, les dirigeants socialistes, se promener là au milieu, nous vendre un jour de l'égalité réelle, le lendemain nous amener un Strauss-Kahn, voire à cette même place il y a un instant... C'est votre bête noire, hein, franchement, c'est votre bête noire, hein, Strauss-Kahn. Vous en abusez. Hein. Mettons les choses au point. Comme homme, c'est un homme absolument charmant. Il est tout à fait agréable de passer un week-end avec lui, j'en suis sûr. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que cet homme ment effrontément. Il vient sur un plateau, il dit « je suis de gauche, le FMI est de gauche ». Il sort du plateau, il va à une réunion de financiers et de banquiers en Allemagne et il explique qu'il faut rompre avec la culture du partage du temps de travail, qu'il faut donner une autorité indépendante le contrôle des budgets nationaux. Donc cet homme tient deux langages et se moque du monde. Alors lequel est le vrai ? Je pense que le vrai, c'est celui qu'il met en pratique. Il est directeur du FMI, il fait le job de directeur du FMI, c'est-à-dire, par exemple, là, pour les Irlandais, c'est grâce au FMI de gauche qu'on a demandé de diminuer de 12% les salaires minimum. Celui du gars ou de la fille qui est en bas, déjà, qui tire une langue comme ça, grâce à M. Strauss-Kahn et ses agents en Irlande, il va avoir 12% de moins sur sa feuille de paye. Et franchement, vous préférez que Nicolas Sarkozy reste au pouvoir ou que Dominique Strauss-Kahn l'emporte, comme l'indiquent les sondages aujourd'hui, parce qu'il gagnerait avec 62% selon un sondage et 59% selon un autre. On l'a déjà fait celle-là. À la dernière présidentielle, Ségolène Royal avait qu'à arriver et il n'y avait plus d'élection, c'était terminé, on avait gagné. Bon, malheureusement pour nous et pour elle, c'est pas ça qui s'est passé. Donc il faut arrêter avec toutes ces fables. Donc vous préférez que Nicolas Sarkozy reste ou que Dominique Strauss-Kahn l'emporte ? Mais je préfère gagner moins. Enfin, c'est quand même incroyable. Dans ce pays, on n'a le droit que de révérer leur majesté, les tout-puissants Parti Socialiste et l'UMP, et le reste, nous serions là, en quelque sorte, comme un décor. Eh bien, il va falloir nous supporter. Quand vous faites le total de ce que représente le Front de gauche et le NPA, nous arrivons dans les mêmes enquêtes d'opinion. Voilà. Oui, dans les mêmes enquêtes d'opinion, nous sommes les deux ensemble pas loin de 15 points.
C'est-à-dire que si nous étions groupés avec une candidature commune, nous serions directement en compétition avec tous les autres. Donc vous demandez à Olivier Besançon de renoncer à sa candidature et de voter pour vous? Bon, je ne pousserai pas l'audace jusque-là. Je dis que nous pouvons avoir une candidature commune et des candidatures communes aux élections législatives. À ce moment-là, nous ferions un bloc à l'Assemblée qui choisirait librement ce qu'il ferait par rapport au gouvernement qui se mettra en place. Mais bien sûr que je souhaite qu'on se regroupe, parce que si on se regroupe, on va donner un signal de combat qui correspond à la période dans laquelle on est. Madame El-Khiraïef, il faut peut-être réaliser que vous avez déjà 2 pays sur lesquels les vampires se sont abattus, la Grèce et l'Irlande, et que maintenant c'est le tour du Portugal, puis ce sera le tour de l'Espagne, et qu'enfin viendra le tour de la France. À ce moment-là, il vous faudra autre chose pour gouverner ce pays que des Papandréou qui passent sous la table en 30 secondes. Avec des gens comme nous, on résistera. Avec Jean-Luc Mélenchon et Olivier Besancenot, on échappera à la mainmise du FMI, à la crise énorme et à la déflation et à la chute du niveau de vie. Oui, vous nous protégerez contre ça. Absolument. Vous voulez que je vous en fasse la démonstration? Oui, expliquez-moi par exemple précisément, qu'est-ce que vous feriez en Irlande aujourd'hui, au lieu de recevoir les 85 milliards d'aides d'euros, qu'est-ce que vous feriez? Je pense que je laisserai les banques assumer leurs responsabilités. Mais nous ne sommes pas l'Irlande, nous sommes la France. Attendez, on finit sur l'Irlande. Vous laissez les banques péricliter. Ça veut dire qu'il y a aussi le système bancaire dans son ensemble qui peut être un peu touché. Ça veut dire que moi, qui suis cliente de certaines banques, j'ai plus d'argent. Voilà. Alors ça, c'est votre explication à vous. Mais Madame El-Khiraïef, si vous êtes sur cette logique... Non, je vous pose la question. Non, c'est moi qui vais vous la poser maintenant. Parce que vous m'objectez que votre compte en banque est en cause. Si vous êtes si préoccupé que ça, cotisez. Allez payer avec les Irlandais. C'est ça qu'on devrait faire tous. Si c'était vraiment... C'est ce qu'on fait, puisqu'on paye avec les 85 milliards, on paye. On prête des sommes à ce pays. D'abord, qu'on ne lui donne pas d'un coup. Deuxièmement, qu'on lui donne alors qu'il n'est pas en crise de liquidité, parce que c'est seulement en juin prochain qu'il rencontrera les problèmes, uniquement pour rassurer les marchés. Et qui sont ces marchés? Ce sont les mêmes établissements bancaires qui se sont mis en déroute et que l'État irlandais vient de remplumer. Et les mêmes, au nom des craintes qu'ils ont, disent « Ah ben nous ne voulons plus maintenant prêter de l'argent à l'Irlande, sauf à des taux prohibitifs, c'est-à-dire du 8, du 9, du 10, et quand on est arrivé en Grèce, ça a été jusqu'à du 18%. Eh bien, si vous dirigez un pays et que vous êtes prêt à donner, à faire payer à votre peuple du 18% à une bande de banquiers, madame, nous n'avons pas la même vision de la vie. Moi, je ne le laisserai pas faire. Alors concrètement, vous laissez les banques faire faillite. Non, mais je voudrais comprendre, sincèrement. Je veux bien vous en parler. Vous m'avez posé le cas irlandais. Moi, je vous parle de la France. Oui, bon, mais on n'y est pas encore. Ah oui, mais peut-être, mais il vaut mieux prévenir à l'avance. Les 3 établissements, les établissements bancaires qui ont mis la Grèce en déroute et qui ont prêté ensuite il y en a 5. Il y en a 3 qui sont français, 2 qui sont allemands. C'est donc, non, s'il vous plaît. Ah bon? Non, on va pas faire comme ça, parce qu'après on va m'accuser, on va dire Monsieur Mélenchon a mis en cause telle ou telle banque, il est supposé qu'il y a un journaliste dedans, le scandale serait à son comble. Il n'y a pas de journalistes dans les banques. On ne sait jamais, il peut y en avoir, on en trouve bien dans la politique, par conséquent on peut en trouver aussi dans les banques. Il y en a qui en sont de bons porte-parole. Mais si je viens sur ce que vous me dites, j'affirme que nous pouvons gouverner face aux banques. Nous pouvons gouverner contre elles. J'ai donné l'exemple de la Grèce pour dire que la crise était européenne, que l'on aurait pu mettre à contribution ceux qui se sont gorgés d'argent. Je fais juste remarquer que quand je vous dis ça, je tiens le même discours que celui de Madame Merkel, à qui on reproche aujourd'hui de tenir ce discours pour aggraver la panique. Alors, chère Madame El-Khiraïef, il va bien falloir un jour qu'on se décide à mettre la bonne étiquette. Je suis un homme qui dit qu'on doit tenir tête aux établissements bancaires et on le peut. Les principales banques mondiales, quelques-unes sont françaises. Ne me dites pas qu'il n'est pas possible de les appeler à la raison ou de leur tenir le discours. Le plus simple qui soit. Si ça coûte plus cher, c'est vous qui paierez. Parce que c'est vous qu'on a remplumé, parce que c'est vous qui prenez sur la substance de ce pays. Et par conséquent, c'est vous qui paierez. Qu'est-ce que ça a de choquant? Ça vous choque, mais par contre, dire qu'on va faire... Mais qu'on va mettre à contribution des milliers de pauvres diables... Ça ne me choque pas, ça m'intéresse. Des milliers de pauvres diables qui tirent déjà la langue. Chez les Irlandais, ils en sont au 3e plan d'austérité. Et maintenant, on va diminuer la paye des plus petits. Et maintenant, on va supprimer les avantages sociaux. Et vous avez des premiers ministres, même en France, qui osent parler sur ce de donneur de leçons, je pense à M. Fillon, il dit il ne faut pas que nos avantages acquis soient le matelas de notre léthargie. Mais les gens, ils se tuent au travail. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus, cet homme? Qu'est-ce qu'il veut leur tirer du sang?
Qu'est-ce que vous feriez? Alors, quand François Fillon dit il faut continuer la rigueur et il faut pas mettre de l'argent dans la relance, par exemple, il ne faut pas de dépenses publiques dans la relance, vous dites c'est une erreur totale. Il faut sortir de l'argent et il faut de nouvelles dépenses publiques. Il faut remettre de l'énergie là-dedans. Il faut donc remettre de l'argent, il faut donc remettre du service public. Madame Elkrief, c'est incroyable, l'hypocrisie de ces gens. La dette de l'État, depuis 2002, que la droite est revenue au pouvoir, a doublé, et c'est les mêmes personnes qui viennent prendre de grands airs pour nous recommander les économies. C'est eux qui ont doublé cette dette. Comment? Parce qu'ils ont diminué les recettes de l'État. L'année prochaine, on va encore donner 3 milliards aux gens qui ont de l'argent. Vous trouvez ça normal? Alors, le bouclier fiscal doit être supprimé. Voilà, on supprime le bouclier fiscal et l'ISF. Total, il faut trouver 3 milliards. Parce que ces gens-là donnaient 3 milliards. Et que maintenant, c'est nous tous qui allons devoir les donner. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez que c'est le bon moment pour faire encore des cadeaux riches? Je ne dis pas quand il y a plus que ce qu'il faut à table, que certains ont un gros appétit et des gros yeux. Ben d'accord. Mais quand déjà la part se réduit, alors il faut partager honnêtement. Tout le monde doit se serrer la ceinture. Alors on va passer à Non, pas tout le monde, Madame Elkrief. Certains doivent se serrer la ceinture et les autres doivent la desserrer. C'est pas pareil. On parle de Dominique de Villepin, je vous le disais tout à l'heure, parce qu'il est sorti donc, du bureau du juge. On va écouter ses réactions et vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai indiqué au juge Van Ruymbeck qu'il ne pouvait y avoir, à mon sens, aucun lien entre l'attentat de Karachi et l'arrêt décidé par le président Jacques Chirac du versement des commissions. Voilà, et selon l'avocat des familles, c'est donc un financement illicite de Balladur qu'aurait évoqué même Dominique de Villepin. Je ne sais pas, je n'ai pas dans le bureau. Ce qui est sûr, c'est que les grands couteaux sont sortis. Alors, ce qui était au départ une affaire de cœur, légitime, des gens se battent pour les leurs, qui ont été assassinés de manière ignominieuse par des lâches et des voyous qui les ont assassinés à coups de bombe, eh bien, se transforme, est en train de devenir une affaire d'État qui pourrait bien tout emporter. Car là, les factions de droite sont en train de se battre entre elles à mort. Oui, mais il a bien dit, il n'y a pas de relation avec Karachi. Or, est-ce qu'on est allé trop vite? Est-ce qu'il y a eu des liens qui ont été faits? Non, mais le point de départ est quand même incroyable. C'est qu'on va finir par trouver normal qu'il y ait des commissions pour acheter des pourris qui achètent du matériel qu'ensuite ils ne payent pas. Parce que le comble, c'est que les Pakistanais n'ont pas fini de payer ce qu'ils avaient acheté cette fois-là. Bon, c'est quand même déjà ça qui n'est pas acceptable. Le deuxième volet, c'est est-ce que ça a un rapport avec l'attentat de Karachi? Personne n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des rétro-commissions. Alors là, apparemment, tout le monde a l'air d'être d'accord sur ce point. Et ça, c'est quand même quelque chose de terrifiant. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'à Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas si lui, d'abord, vous ne savez pas s'il est en cause ou pas, on n'en sait rien. Ce qui est certain, c'est qu'il faut aller au bout de cette affaire. On ne va pas rester, nous les Français, sous la suspicion universelle et internationale d'être un pays gouverné par des gens qui s'arrosent dans les contrats d'armement comme une république bananière. Enfin, pour la dignité de notre pays, c'est pas supportable. Puis alors d'apprendre que des élections puissent être truquées par des injections d'argent illicites... Ça, c'est à propos des comptes de campagne d'Edouard Balladur. Si c'est vrai, hein. Voilà. On espère que c'est pas vrai, mais apparemment, tout le monde a l'air de dire que c'est chaud, ça craint. Quand vous voyez Nicolas Sarkozy s'émouvoir des accusations dans la presse, sans preuve, et qu'il s'emporte avec les journalistes dans une conversation off the record, et qu'il les maltraite, et que le lendemain il est un peu critiqué, vous vous sentez solidaire de Nicolas Sarkozy? Vous dites, lui aussi il a raison de taper les journalistes? Je ne connais pas le contexte, donc je ne sais pas comment ça s'est passé. Il a une réaction... qui doit être basé sur sa bonne foi. Supposer qu'il soit réellement innocent. Alors, supposer qu'il le soit. Donc ça doit être tout à fait insupportable de se faire demander tous les jours si à cause de soi, on a fait mourir 15 de ses compatriotes. Bon, donc on peut comprendre qu'il soit un peu à cran. Après, il réagit... Madame Elkrief, exactement comme j'ai fait il y a un instant, comme vous l'avez fait, pardon, parce que je vous ai dit, dites, et vous m'avez répondu, non, je n'affirme pas, je pose une question. Mais vous pouvez comprendre qu'il y a des questions qui, des fois, peuvent être en elles-mêmes offensantes. Hein. Monsieur Mélenchon, est-ce que vous êtes un fou et un irresponsable qui voulait couler les banques? En soi, la question est un peu... Non, mais ça s'entendait très fort. Pas du tout. Voilà, vous le regrettez amèrement, je vois bien. Mais de la même manière, voilà, je pense qu'il a réagi comme ça. Mais je ne veux pas critiquer quoi que ce soit, car vous savez que le journalisme n'est pas critiquable. C'est une catégorie sociale qu'il ne faut pas critiquer, car si vous les critiquez individuellement... Non, le métier du journalisme et la pratique du journalisme est tout à fait critiquable et tout à fait discutable, y compris avec les journalistes. Et moi, je le pense sincèrement. Que des journalistes soient ad hominem, désignés et parfois insultés, vous reconnaîtrez que les hommes politiques n'aiment pas non plus être pris à partie personnellement.
Bon. Non, mais sur des termes, voilà. Bien sûr, non, mais je vous donne absolument raison, et je sais pas si je peux contribuer au bonheur de la caste, j'y contribue. Non, vous ne comprenez pas qu'il y a une crise. Travail, je pense que c'est tout à fait normal d'être critiqué et discuté. Ouais. Mais alors, il faudrait savoir, quand on critique le travail, on nous dit qu'on met en cause les médias. Quand on s'en prend une personne en particulier en disant « vous faites pas votre boulot », on dit « on n'a pas le droit de le dire ». Je pense que vous n'avez pas l'air de... salaud, c'est autre chose que dire « vous n'avez pas le droit de le dire », c'est tout. Je n'ai jamais traité quelqu'un de salaud, madame. Je pensais aux phrases que vous avez dites sur David Pujadas. Mais tous les gens qui ont regardé la vidéo savent que ça ne s'est pas passé comme vous êtes en train de le dire. Et votre récit manifeste le corporatisme bestial d'un certain nombre d'entre vous. Mais parce que bestial, vous n'écoutez aucun argument. Ça, c'est un langage qui est insultant, non? Mais parce que vous ne comprenez pas qu'il y a un grave problème de la relation entre le système d'information et le peuple français. Vous ne l'admettez pas. Si. Le souvenir de 2005 vous laisse impassible. Non. Tout le monde était contre nous. Pas du tout. Et aujourd'hui encore, vous continuez à mouliner comme si vous étiez la seule catégorie parfaite, pure et parfaite. Et vous n'écoutez jamais quand je dis quelles sont les solutions que je propose. Parce que j'ai proposé des solutions très concrètes. Voilà. On en mais je ne vous en veux pas, parce que d'habitude, ça va durer 2 ans. Non, mais pas du tout. Parce je que ne lâcherai pas. Parce que ça sert aussi un petit peu aussi les intérêts de Jean-Luc Mélenchon. Parce que ça peut-être que ça rejoint aussi quelques préoccupations. Mais évidemment que ça sert mes intérêts, puisque ça permet aux gens de constater que je suis un homme qui ne se laisse pas faire, qui n'a peur de rien. Donc bien sûr, mais ne comptez pas que j'aille baisser les yeux. Ce n'est même pas la peine d'essayer. La preuve, c'est que je vous ai interrogé, que je ne vous ai pas demandé de baisser les yeux. Merci beaucoup mais déjà, d'être venu. Vous avez eu beaucoup de chance que je sois venu après ce que vous avez dit sur moi en me comparant à Madame Le Pen. Alors, ça prouve que je suis un homme ouvert, vous voyez, pas rancunier. Et moi aussi, puisque je vous ai invité immédiatement sur mon plateau. C'est trop d'honneur. Merci beaucoup. Notre conversation se poursuivra, j'en suis sûre, sur ce plateau même.